Nous passons à la deuxième interrogation sur l'actualité de ce passé et le présent de ce passé avec le souffle de la Révolution d'octobre. Le souffle d'octobre 17, c'est ce livre paru aussi aux éditions de l'Atelier, écrit par Claude Pelletier et Bernard Pudal, qui est professeur émérite à l'université Paris-Ouest Nanterre et qui est spécialiste, vous le savez tous, de l'histoire du communisme. C'est comme une mise en abîme, car ce livre, grâce à ce qu'ont révélé les archives, comme en parlait Claude tout à l'heure, parlant de ses voyages au moment de la fin de l'Union soviétique, est autour de la question de l'autobiographie forcée, contrainte, demandée dans le cadre du contrôle, du recrutement, de la promotion des cadres au sein de l'internationale communiste. Et évidemment, ce travail, comme le propose lui-même Lemétron, sur ces autobiographies qui sont faites dans un cadre fonctionnel, complexifie, et c'est tout le mérite de ce livre, complexifie l'histoire du communisme, l'histoire de ce qu'il est communément et facilement admis pour être l'aveuglement de la croyance à ne pas voir les crimes qui pouvaient être commis au nom de cet idéal. Comme l'écrivent Bernard Pudal et Claude Pelletier, cela offre une sociologie des modalités de croire et de ne pas croire. Cela permet, encore une fois, de donner une vision plus complexe à hauteur d'humanité qui montre comment, au fond, il y a une grande complexité dans laquelle se jouent toutes les dimensions de cette période. Je laisse Bernard Pudal vous parler des paradoxes du projet communiste, de l'émancipation dans le souffle d'octobre 1917. Merci beaucoup pour cette introduction, cette présentation qui a déjà donné quelques indications sur l'ouvrage dont je vais parler. Je vais dire nous, puisque vous l'avez compris, c'est un ouvrage que nous avons écrit, Claude Pelletier et moi, et donc ce n'est pas un nous de majesté qui serait tout à fait inapproprié lorsqu'on parle du Métron. Donc je vais dire nous, bien sûr. Néanmoins, je parlerai aussi du Métron. Une remarque en passant, j'ai essayé de synthétiser, je ne vais pas trop lire mes notes. C'est un ouvrage qui s'inscrit dans une longue collaboration collective, après tout à plusieurs étages, entre Claude Pelletier et moi. Ça fait plus de 20 ans que nous travaillons sur ces archives de Moscou. Et j'ai appris tout à l'heure, je ne savais pas à quel point, je crois que Claude me l'avait raconté, mais je n'en avais pas pris toute la mesure, j'ai appris tout à l'heure à quel point Jean Métron avait été désireux de consulter ces archives, que Claude Pelletier, parce que c'est essentiellement lui qui a fait ce travail, est allé consulter dès le début des années 90, à la suite de toute une série de voyages. Tout ça, ça fait partie d'un travail invisible, mais qui est tout à fait fondamental. Je ne rentre pas dans les détails. Alors, le cahier des charges qu'on m'a donné, je vais aller très vite, il est très lourd. Hein, les paradoxes du projet communiste et la question de l'émancipation dans le souffle d'octobre 17, c'est un sujet, chacun sans doute, qui viserait plus ou moins à avoir une opinion, une analyse, une interprétation de l'histoire du communisme et de ses rapports avec une autre histoire qui serait celle de l'émancipation. Ce sont des sujets, de mon point de vue, extrêmement difficiles et qui généralement relèvent d'autres disciplines ou d'autres positionnements dans la discipline que les nôtres. Très souvent, ça relève de la philosophie politique, de la théorie politique, ou ça relève de grandes synthèses d'histoire comparée. Nous ne nous situons pas dans cette position dans un premier temps. Tout à l'heure, il a été mentionné l'histoire sociale du politique à différentes reprises. Je dirais que le positionnement historiographique qui est le nôtre est celui de l'histoire sociale du politique, effectivement, et nos travaux, nos références sont plutôt à rechercher du côté de l'histoire dite révisionniste américaine, de Sheila Fitzpatrick ou de Moshe Lewin, ou du côté de Marc Ferro, par exemple, qui faisait remarquer dans l'histoire, alors je lui rends hommage parce qu'il nous a toujours soutenus, que ces recherches sur la Révolution d'octobre, fondées entre autres sur les revendications des différents soviets, qu'il compare au cahier de doléances de la Révolution française, ces recherches n'ont pas été reçues pendant 15 ans.
et qu'il a fallu effectivement beaucoup de temps pour qu'on reconnaisse. Alors aujourd'hui, je trouve que c'est une reconnaissance quand même très tardive pour qu'une revue aussi importante que l'Histoire accorde enfin, si j'ose dire, à ce travail absolument fondateur et méconnu pendant un temps, la place qu'il mérite. Mais, je dirais, d'un certain point de vue, Marc Fesneau s'inscrit dans l'histoire sociale du politique. Il n'y a pas que Marc Fesneau, bien entendu, qui s'inscrit dans l'histoire sociale du politique, je n'y reviens pas, il y a bien d'autres auteurs. Je constaterai simplement, sans méchanceté, mais parce que c'est un fait, que l'histoire sociale du politique a rencontré des résistances. Je viens de faire référence avec Marc Fesneau. Je dirais quand même, c'est un fait, qu'il faut attendre la page 450 et quelques, et une note de bas de page du livre de François Furet sur le passé des illusions, pour dire qu'il ne tiendra aucun compte des travaux de ce qu'il appelle les social scientists. Bon, c'est quand même étonnant. Et donc, effectivement, c'est un combat qui est un combat à la fois historiographique, mais pas seulement, qui est aussi un combat pas seulement historiographique. Vous mettrez le qualificatif que vous voudrez sous ce nom. De ce point de vue-là, je crois qu'il s'inscrit effectivement dans l'histoire du métron. Là aussi, je ne vais pas développer, mais je souhaiterais souligner que sur son mode propre, le métron peut être considéré comme un réceptacle de questions épistémologiques, et en particulier sur des questions qui sont apparemment simples. Qu'est-ce que c'est qu'un acteur? Qu'est-ce qu'on connaît? Je crois que vous avez parlé de la biographie. Qu'est-ce qu'on connaît de la vie des acteurs sociaux? Qu'est-ce que c'est que les grandeurs sociales? Et le métron, à sa manière, c'est un ouvrage que je qualifie souvent de surréaliste. Après tout, il faut bien quand même prendre conscience du fait qu'il y a quelque chose d'aberrant dans le métron. Quelque chose d'aberrant. Il est aberrant de mélanger, non seulement de faire une œuvre de dignification des élites obscures, des tout petits militants, mais de mélanger des militants dont on ne connaît rien. Il y a des notices du métron où on a grosso modo une archive policière pour dire qu'un tel, il a été au syndicat de je sais pas quoi, de l'ébénisterie à tel endroit. C'est quelque chose d'incroyable, d'un certain point de vue, que de faire ce mélange des genres. Et ce mélange des genres, on peut en faire une interprétation épistémologique, parce que c'est tout le problème de la causalité en histoire qui est en jeu là-dedans. Et j'entendais tout à l'heure Jean-Louis Robert qui disait qu'il y avait une discussion au sein des Amis du Métron sur la question de savoir si on devait venir ici pour commémorer le printemps du Métron. Et ça ne m'étonne pas. Et c'est une question qui mérite d'être posée, puisque je crois que le métron, comme j'avais écrit il y a très longtemps dans une note de lecture, a une double nature. Une nature à la fois de dignification, bien entendu, de tous ceux qui ont participé à des combats pour les multiples formes d'émancipation, et aussi une dimension scientifique. Néanmoins, donc il a sa place en tant qu'outil scientifique à la Sorbonne. Mais en même temps, ça serait une erreur de considérer qu'on doit définir la Sorbonne uniquement comme un outil scientifique. Parce qu'on peut espérer, j'ai cru comprendre que c'était ça le sens de votre message, que l'université soit aussi le vecteur de la pensée critique. Donc, ceci étant dit, il n'aurait pas été aberrant que cette commémoration ait lieu à la Bourse du Travail de Paris. Et en fait, il faudrait que la Bourse du Travail devienne la Sorbonne et la Sorbonne la Bourse du Travail. Donc vous voyez que le métron pose des questions épistémologiques, à condition de savoir les chercher. Merci. Alors, deuxième élément qui est aussi associé à notre recherche et au métron, le métron, c'est pas seulement une banque de données biographiques considérable, qui est le résultat d'une mobilisation collective qui associe aussi, comme par hasard, des acteurs aux grandeurs différentes, des chercheurs, je dirais, internationalement connus, à d'autres chercheurs qui sont absolument pas connus. Bon, donc ça, c'est une banque de données biographiques, mais c'est une banque de données biographiques qui permet des études scientifiques de différentes natures. Et en particulier, notre travail, donc je dirais peu de mots en définitive, notre travail s'inscrit dans des usages scientifiques du métron qui relèvent de ce que l'on appelle les biographies collectives. Et ces usages se multiplient. Alors évidemment, je ne peux pas ne pas faire référence à des travaux de biographie collective qui ont concerné, par exemple, les brigades internationales de Rémy Skoutelski, ou par exemple, elle n'est pas là puisqu'elle est actuellement en Russie, la thèse
sur les intellectuels philo-soviétiques d'Isabelle Guarnet, c'est un travail de biographie collective, ou la thèse récemment publiée aux éditions de l'Atelier, qu'il faut saluer évidemment au passage, parce que sans elle, je ne sais pas ce que toute cette histoire aurait pu être. Hein. Les grandes maisons d'édition ont raté une belle occasion de... Non, allez, je passe. Donc, en tout cas, on peut le regretter, on peut féliciter les éditions de l'Atelier de leur soutien continu. Je pense évidemment à la thèse de Paul Boulan, Les Vies en rouge, publiée aux éditions de l'Atelier, qui est aussi une biographie collective. D'autres biographies collectives sont en cours. Je pense à une thèse dont je dirais deux mots, si j'ai un tout petit peu de temps, consacrée par Daniel Papiot, qui a écrit des notices qui va être soutenu bientôt sur les psychiatres communistes, qui est un sujet tout à fait intéressant compte tenu du rôle que les psychiatres communistes ont joué dans l'histoire de la psychiatrie. Donc, nous nous inscrivons, nous, sur une modalité particulière dans ces espèces d'exploitation scientifique parallèle, latérale au travail de confection et de publicisation des notices, en utilisant effectivement une archive spécifique. Une archive spécifique, ça je ne sais pas si Jean Métron ou Claude, quand ils sont allés, Claude quand il est allé à Moscou, savait qu'ils allaient la découvrir. Cette archive spécifique, ce sont effectivement, comme vous l'avez dit, les autobiographies que nous avons appelées autobiographies communistes d'institution. Il se trouve qu'effectivement, à partir du début des années 30, le Parti communiste français a lancé des enquêtes biographiques, ça on le savait, on connaissait le questionnaire biographique à partir duquel les militants devaient rédiger leur autobiographie, mais on n'avait jamais vu une autobiographie elle-même. Ces autobiographies étaient soit détruites en France, soit acheminées à Moscou. À l'époque, comme chacun sait, le Parti communiste n'était qu'une section de l'Internationale communiste. Et nous travaillons depuis plus de 20 ans sur cette archive, sur 1500, je dois dire une bêtise parce qu'on dépasse tous les jours le nombre, mais en tout cas près de 1500 autobiographies pour 1200 militants. Inutile de dire que ça a pris beaucoup de temps de les analyser chacune. Ces autobiographies, là aussi, il fallait éviter, je crois, une compréhension du militant communiste comme croyant qui répondrait en s'en remettant totalement au Parti communiste, ou d'un militant communiste qui était totalement discipliné et aveugle, ou d'un militant communiste qui n'aurait été que l'objet d'une inquisition policière interne au parti. Ces archives, en réalité, renvoient au fond à un service du personnel très complexe, qui est le service du personnel du Parti communiste, parce que écrire son autobiographie pour le parti, c'est faire beaucoup de choses à la fois. C'est à la fois un rite d'institution, c'est un curriculum vitae d'un postulant au rôle de fonctionnaire de la Révolution, c'est aussi un acte d'objectivation sociologique de soi, quand on écrit sa vie, c'est un acte d'écriture très particulier, puisque les militants écrivaient sur papier libre, ils pouvaient se saisir de la proposition, si j'ose dire, biographique qui leur a été faite, soit en répondant de manière télégraphique, soit en faisant de véritables récits de vie. Et ce que nous publions dans cet ouvrage, puisque je suis quand même là pour faire un peu de publicité pour l'ouvrage et le spécifier, pour la première fois, parce que ça a mis très longtemps avant que nous puissions en arriver là, ce que nous publions, ce sont des autobiographies in extenso. Et ça n'a encore jamais été fait, et je suis absolument convaincu, je m'adresse aussi aux enseignants qui sont dans la salle, que ce sont des documents pédagogiques qui modifieront beaucoup les représentations que beaucoup se font de ce qu'était l'engagement communiste. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du traitement, parce que vous voyez que la question, et qui est devenue compliquée, et c'est pour ça qu'on a mis si longtemps, c'est qu'il faut d'un côté étudier la demande biographique, comprendre d'où vient le questionnaire, comment il a été conçu, dans quelles conditions il est passé, comment il est évalué au sein du parti, par quels sont les hommes qui sont responsables de cette évaluation, etc., etc. Et puis de l'autre, il faut essayer de comprendre comment chaque militant s'approprie la commande biographique. Car on peut le faire en mentant, par exemple, tout simplement, en trichant, en ne comprenant pas le code biographique auquel on est convoqué. C'est toute cette complexité, effectivement, dont j'ai évidemment pas le temps de parler ici, que nous avons essayé de convoquer dans notre enquête. Ce que je voudrais dire, et ça fera écho aussi à une remarque qui a été faite par monsieur le recteur, ce que je voudrais dire, c'est que tout en faisant ce travail, au début, notre entrée est une entrée nationale. On étudie le Parti communiste français, les autobiographies, etc. Et quand on cherche à comprendre d'où ça vient tout ça, en réalité, on est obligé de partir là, en Union soviétique, parce que c'est une histoire transnationale.
Pourquoi c'est une histoire transnationale? Alors là aussi, je ne peux pas développer, mais on a mis beaucoup de temps avant de comprendre tout ce mécanisme. C'est que tout simplement, la biographie était totalement présente dans la vie quotidienne des soviétiques, des militants communistes en Union soviétique. Les autobiographies pouvaient être publiques, elles faisaient l'objet parfois d'évaluations collectives en public, etc., etc. En fait, elles sont prises dans un système politique qui est un système politique au sein duquel le contrôle biographique, la compréhension biographique, l'évaluation biographique du capital politique sont constamment présents. Alexandre Soumpf, dans un ouvrage significativement intitulé « L'histoire sociale de l'URSS », dit que tout soviétique était pris dans un immense fichier biographique. Et donc, là aussi je vais très vite, et donc quand nous avons découvert au fond la multidimension de cette histoire du biographique, eh bien nous avons cherché un mot pour le désigner. Et c'est effectivement là que nous avons emprunté à un historien allemand, Thomas Lindenberger, qui lui-même était un spécialiste de la dictature en République démocratique allemande, le mot de biocratie. Et ce mot de biocratie, dans un premier temps, il nous servait à essayer d'unifier, après tout, ce monde communiste, car on peut penser que cette biocratie, ce pouvoir sur la vie, qui se manifeste aussi bien en Union soviétique, après la Deuxième Guerre mondiale, dans les pays de l'Est, etc., ce pouvoir biocratique pouvait être effectivement caractérisé par ce concept, qui est un concept englobant et en même temps descriptif. Alors après, nous nous sommes rendus compte, là je n'ai pas le temps de développer, que biocratie, ça pose beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que fondamentalement, la biocratie, ça renvoie au pouvoir sur la vie, qui peut être un élément des différentes politiques publiques ou tout court. Et donc derrière, en France en particulier, la biocratie, ça renvoie à différentes modalités de l'eugénisme social, comme l'a montré d'ailleurs récemment Paul-André Rosenthal dans son livre sur les destins de l'eugénisme. Autrement dit, le mot biocratie seul, il est évidemment à penser dans l'histoire. C'est Édouard Toulouse, un psychiatre réformateur républicain, qui s'était fait le chantre du pouvoir biocratique en France dans l'entre-deux-guerres jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, ce pouvoir biocratique, il relève d'une volonté de maîtriser le destin des hommes, comme dans le monde communiste, mais fondé sur la biologie, la psychologie et la physionomie, ou tout ce qu'on voudra. Nous sommes confrontés à un pouvoir, un fantasme, à une volonté d'emprise sur le destin des hommes à travers cet immense fichier biographique qui relève du social. Et par conséquent, nous avons décidé d'appeler toute cette histoire le socio-biocratique, une socio-biocratie, ce qui est un concept qui, pour différentes raisons, et en particulier parce que c'est un concept qui permet les comparaisons, puisque d'un certain point de vue, nous avons affaire à un monde qui a des points communs, le Parti communiste français a des points communs qu'on peut analyser du point de vue de l'histoire sociale du politique, parce que, évidemment, on peut toujours faire des comparaisons, si j'ose dire, n'importe quoi. Mais là, et en l'occurrence, on peut les travailler, ces comparaisons. Quels sont les questionnaires, quelles sont les différentes, comment ça circule, et que ça a circulé dans la totalité du monde entier. Donc voilà, j'essaye d'être le plus rapide possible. Dans tout ça, je m'oriente vers ma conclusion. Dans tout ça, où est l'émancipation ? Et où sont les contradictions du projet communiste? Alors je crois que pour le dire simplement, et là je voudrais faire quelques citations, vous allez comprendre pourquoi, cette sociobiocratie qui est souvent assimilée à quelque chose évidemment de totalitaire, ce que c'était en partie, au sens où il y avait une volonté d'emprise totale sur les individus, cette sociobiocratie par les militants communistes a souvent été vécue sur le mode du bonheur. Les militants communistes étaient dans le bonheur, dans une certaine mesure. Autrement dit, l'histoire, c'est une histoire terrible, mais que je ne peux pas ne pas, évidemment, mentionner, puisqu'elle est au cœur de ce que Claude a suggéré en parlant des paradoxes du communisme, c'est que cette histoire est vécue au nom d'un processus, d'un projet d'émancipation collective. Elle est vécue individuellement par les militants, comme une émancipation individuelle, par la culture qu'ils acquièrent, par le fait qu'ils s'affranchissent, après tout, de toute une série d'autorités sociales, les autorités qui les conduiraient à accepter les formes de domination de toute nature. Donc c'est vécu profondément comme un projet émancipateur, collectif et individuel, et en même temps
bien entendu, le problème que ça pose, et que ça leur a posé à un certain nombre d'entre eux, le problème que ça pose, c'est que ce bonheur militant, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de ce que Enrico Berlinguer, je ne voulais pas le citer, mais puisqu'il y a un italianisant dans la salle, je le citerai, appelé la force propulsive de la révolution d'octobre en 1984. Donc au fur et à mesure qu'on s'éloigne de ce moment fondateur, utopique, démocratique, etc., évidemment, ce que nous connaissons, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'émancipation, quel que soit le sens que l'on donne à cette notion. Et alors, du coup, je voudrais là souligner une contradiction qui n'est pas simple à analyser, qui est la contradiction et le moment où, pour un certain nombre de militants communistes, au fond, se révèle la face cachée de leur engagement. Parce que ça doit être, après tout, assez problématique que d'avoir associé toute sa vie militante, intellectuelle, etc., parfois de couple, à un projet d'émancipation et de découvrir progressivement, ou parfois brutalement, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, pour dire les choses simplement. Alors, il se trouve que dans mon intervention, j'ai prévu de raconter une toute petite anecdote, parce qu'on n'a pas le temps, mais celle-là est assez significative, je crois, de ce passage du bonheur militant au malheur militant chez certains des militants les plus sincères. C'est le cas de Jean Chintron, que je crois que vous avez utilisé dans votre ouvrage. Alors moi aussi, Jean Chintron, je sais qu'il y a des jeunes dans la salle, et peut-être d'autres qui ne le savent pas, mais Jean Chintron était un militant communiste tout à fait exceptionnel. Je le caractérise très, très, très simplement. Il avait fait le Brigade internationale. Il avait été un des fondateurs du Parti communiste algérien avant la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été un très grand résistant. Il est fait compagnon de la Libération à la Libération. Il n'y a pas beaucoup de communistes qui ont été faits compagnons de la Libération. Il est préfet de la République à la Libération. Et il est membre et directeur du cabinet de Maurice Thorez. Donc un militant qui a une histoire politique, au moment où je vais le considérer, tout à fait exceptionnelle. J'ai fait un entretien avec lui quand je faisais ma thèse, il y a bien longtemps. J'avoue que j'étais très intimidé devant ce palmarès, si j'ose dire, de Jean Chintron, qui était fort aimable, etc. Et il m'avait raconté, et il reprend ça dans son autobiographie, que je ne saurais trop conseiller, un moment qui pour lui était, si je dis, et en tout cas que j'interprète comme ça, le moment où le bonheur militant, tout à coup, il découvre que ça n'est plus possible, que ça n'est plus pour lui, qu'il est désaccordé à cet univers socio-biocratique dont je parlais. Et ce moment, c'est le congrès de 1956. Il est déjà un peu en disgrâce et il participe au congrès. Le soir, c'est le moment de la fraternité militante. On mange ensemble, c'est des libations, etc. Et puis, en même temps, c'est les chansons. Et Florimond Bonte, un des députés du chemin de l'honneur, monte sur une chaise et entonne Le Petit Quinquin, la fameuse chanson, soi-disant chanson préférée de Maurice Thorez. Jusqu'alors, ce moment qui était vécu dans l'affect comme un moment formidable de fraternité entre camarades, il se trouve que Chintron, il dit, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais il s'est produit chez moi un véritable choc moral. Au lieu d'éprouver quelque plaisir que ce soit, il se met à pleurer. Et il se met à pleurer, imaginez, le militant dont je viens de parler, qui se met à pleurer et qui ne peut plus s'arrêter de pleurer. Alors il est obligé de quitter le congrès, il prend le train, et pendant 2 jours, il va pleurer, ce qui est quand même étonnant. Le corps lâche, là on est dans la somatisation de la crise militante, si j'ose dire, propre au communisme. Je ne sais pas si les paradoxes du projet communiste peuvent s'illustrer là-dedans, mais en tout cas je verrai bien ça. Et Jean Chintron va voir un médecin communiste pour arrêter de pleurer. Et l'autre lui raconte des blagues. Il lui dit, oh, ça va, des conneries, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et progressivement, il va entamer une autre carrière militante dont on a parlé tout à l'heure. Deuxième exemple, et j'en aurai terminé, un exemple que je tire justement des documents exhumés par Daniel Papiot, d'un psychiatre communiste, Tony Lenné, qui est mort en 1992, qui a joué un rôle très important dans la vulgarisation de représentations nouvelles du rapport à la folie dans le monde social. Il a fait je ne sais combien d'émissions de télévision avec Daniel Carlin, publié des livres, et
qui ont été extrêmement lus. Et c'était un militant communiste profondément engagé, qui a été un des rares à avoir occupé des responsabilités dans... par exemple, il a été membre du comité fédéral de la Vienne, je crois, dans les années 60. Donc un militant profondément engagé. Et en 1990... Donc, au moment de l'effondrement du communisme, Tony Lainé a écrit un texte qui a été donc exhumé, dans lequel il dit des choses terribles, parce qu'il est lui-même confronté à cet échec historique qu'il vit. Il faudrait que je retrouve mon texte, je ne le retrouve pas, ça ne peut rien, qui est un échec effroyable, un texte effroyable. Il écrit ceci. À l'évidence, il ne suffit... Alors, ce sont des notes personnelles qui n'ont jamais été publiées. À l'évidence, il ne suffit pas de placer le couvercle d'une idéologie, fût-elle révolutionnaire, sur les drames. La répression s'est érigée en système gouvernemental. L'idéologie imposée a fait fonction de mur et de geôlier du silence. Je passe. Le bilan de 70 ans de certitude, de monolithisme, de culte de l'idéalité est lourd. Une faillite, faute, déviation, dictature, crime, d'accord. Mais on ne s'en tirera pas comme cela. Pour ma part, je pense ne voir aucune analyse qui puisse aboutir en omettant d'interroger le mouvement communiste sur sa défiance à l'égard des découvertes freudiennes. Alors, c'est un psychanalyste, hein, donc c'est assez normal qu'il défende les découvertes freudiennes. Je crois que c'est une piste. C'est une piste, je n'ai pas le temps d'en parler ici, mais et qui est une piste qui renvoie à l'idée que Jean Métron se faisait de la portée des notices biographiques. La piste, c'est de rechercher les effets, si j'ose dire, de l'inconscient individuel, de l'inconscient social dans les croyances militantes. Bien entendu, cette histoire du communisme pose nécessairement cette question, ce qui suppose sur le plan disciplinaire d'associer la psychologie ou la psychanalyse, ou les deux, la sociologie et l'histoire, ce qui n'est pas simple, bien sûr. Mais ça renvoie aussi à la modestie de la confection des notices biographiques. Jean Métron affirmait en effet qu'il fallait comparer tout individu à un iceberg, dont on ne connaissait au mieux que la partie immergée. Et il disait que les notices ne nous donnaient qu'une petite indication de cette partie immergée. Donc, là encore, on peut considérer que Jean Métron, à sa manière, pose des questions épistémologiques, à condition qu'on ait envie de le lire de cette manière-là. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci Bernard Pudal. On a rattrapé de 5 minutes notre retard grâce à vous. Merci pour cette signe fait à Jean Chétron qui, je le rappelle, fut l'artisan militaire du plus grand maquis de France auprès de Guingouin. C'est lui qui a été envoyé en renfort auprès de Lougrand, le colonel Guingouin, autre compagnon de la libération communiste. Et je ne saurais trop vous conseiller ce livre où vous découvrirez en effet des autobiographies donc dans cette circonstance d'appareil très, très étonnante. Il y a celle aussi des leaders du Parti communiste algérien, Ammar Ousgane et Issa Draba. Il y a celle de Politzer, il y a celle de Paul Nizan pour parler des plus connus. Et aussi des découvertes qui font écho à des questions sur notre présent. Vous le soulignez tout de suite, la fréquence des mariages blancs pour faire venir les militantes d'origine étrangère, les aider à s'établir, et notamment celles qui venaient d'Europe centrale, des communautés juives de Pologne et d'ailleurs.